Il y a quelques semaines, en février 2020, une série d'articles intitulée « Dérive à la Sorbonne » paraissait dans le journal Le Point. L'auteur de ces articles, Anna Breteau, est mon invitée pour cet épisode. Anna a suivi un semestre d'enseignement à l'université Paris 3 dans un master de Cultural Studies, un champ disciplinaire qui s'est construit une présence académique, mais qui est depuis longtemps la cible de critiques, notamment et de manière célèbre par Alan Sokal. Anna pointe notamment la place centrale accordée au questionnement et aux simplismes identitaires dans le cursus qu'elle a suivi. Eh bien, bonsoir. Donc, je reçois aujourd'hui Anna Breteau. Bienvenue, Anna, sur Liberté Académique. Merci. Alors, vous êtes journaliste, si je dis pas de bêtises, et vous êtes aussi doctorante, d'après une page sur laquelle je suis tombé. Oui, en effet, depuis peu de temps. D'accord. Voilà. Alors, je sais pas, vous pouvez peut-être en dire plus si c'est... Je suis par ailleurs doctorante depuis peu de temps, mais en études politiques à l'EHESS, mais c'est en tant que journaliste que j'ai fait cette enquête pour laquelle vous m'invitez à parler aujourd'hui. Oui. Donc c'est en tant que journaliste. Oui. Voilà. Donc oui, cette enquête, elle a donné lieu à 11 ou 12 articles selon comment on compte dans Le Point, oui. Qui relatent votre expérience dans un semestre d'enseignement que vous avez suivi. Donc il s'agit d'un master de Cultural Studies à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Je vous laisse le soin de faire vos recherches seul. Le but de l'enquête n'était pas non plus de jeter en pâture des noms. Bien sûr. Oui. Voilà, donc je crois aussi que c'est pas indispensable parce que le mouvement des Cultural Studies investit les bandes de l'université française depuis quelques temps, et donc là c'est un peu les premières fois où il y a des masters entiers qui sont consacrés à la fac. Donc je crois pas du tout que ce soit spécifique à ce master, cette fac, mais plutôt à un mouvement qui arrive. D'accord. Et vous aviez fait des études, qui préparent à ce type de master avant de vous lancer là-dedans? J'ai fait des études d'histoire à Sciences Po avant de faire du journalisme, un métier dans lequel je suis depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et donc je suis rentrée dans ce master avec le bagage estudiantin que j'avais déjà, c'est-à-dire un nouveau master. D'accord. Donc pourquoi est-ce que vous êtes pourquoi est-ce que vous avez fait ce master-là? Je me demandais. Est-ce que vous attendiez à trouver ce que vous y avez trouvé, ou est-ce que vous avez été prise au dépourvu? Enfin, quel était le... C'est un phénomène auquel je m'intéressais depuis quelques mois. Comme je l'écris dans le papier de présentation de l'enquête, il y a beaucoup de concepts nouveaux qui ont émergé dans l'espace public à travers des affaires comme les suppliants défilent ou d'autres cas de conférences annulées, etc. Et il y a plein de nouveaux concepts qui sont apparus dans l'espace public et que personnellement je ne comprenais pas tellement, et qui semblaient assez mystérieux, comme blanchité hégémonique, intersectionnalité, mouvements décoloniaux, etc. Et donc j'ai décidé d'aller voir beaucoup plus sérieusement de quoi il était question. J'avais donc une idée très vague de la richesse et des dérives qui pouvaient être associées à ces nouvelles analyses, qui sont très centrées sur la classe, la race, le genre, l'orientation sexuelle, etc. J'avais une idée vague. Ce qui m'a étonnée, c'est que je pense rencontrer beaucoup plus d'étudiants très militants là-dessus, très
virulent sur ces questions-là. Et en fait, j'ai surtout constaté une alimentation de ces courants par des enseignants. Et des enseignants qui, en fait, la plupart du temps, m'ont semblé bien plus... dont les propos m'ont semblé bien plus problématiques que ceux des étudiants. Ça, c'est intéressant. C'était justement, j'avais prévu de vous poser la question parce que c'est toujours une question justement qui revient. Enfin, ces mouvements ou des mouvements similaires en tout cas dans les universités existent aux États-Unis, dans le reste du monde anglophone depuis un certain temps déjà. Oui, oui. Et Oui, les Cultural Studies, ça vient de l'école de Birmingham qui a été fondée, si je ne me trompe pas, à la fin des années 60. Donc ça commence à dater un peu. mais vraiment en parlant disons de la pointe militante de ces mouvements-là, c'est vrai que parfois on peut être tenté de penser que c'est les enseignants qui vraiment, entre guillemets, endoctrinent, en tout cas qui poussent fort les étudiants. J'ai vu passer récemment des études qui, bon, laissent penser que c'est pas forcément le cas. Mais bon, après, en France, c'est peut-être différent, quoi. Et c'est intéressant de regarder parce que savoir d'où ça vient. Je ne sais pas, simplement, on voyait beaucoup dans la presse notamment, on entendait beaucoup parler d'étudiants qui s'opposent, d'étudiants qui machin, d'étudiants qui parlent de ceci et de cela. Il se trouve que le corps enseignant nourrit tout ça de façon très solide en fait. Et donc, ça veut dire qu'au début du semestre, les étudiants qui étaient avec vous dans ce master-là, ils n'étaient pas particulièrement fervents en ce sens-là. Ils n'avaient pas forcément vraiment un extrémisme dans ces grilles de lecture identitaire. Non, pas d'extrémisme. Pas d'extrémisme. Après, j'ai pu avoir des conversations qui ont laissé paraître des positions assez radicales et parfois assez absurdes, en fait, surtout quand on creuse un petit peu ces questions-là. Mais non, je suis pas arrivée dans une classe de militants. J'ai pas entendu parler de militants dans d'associations par ailleurs. Donc ça a été une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est de trouver plus d'extrémisme de la part d'extrémisme entre guillemets, hein. En tout cas plus de radicalité sur ces positions-là de la part des enseignants que de la part des étudiants qui les écoutaient. Ok, ça c'est un point de données vraiment intéressant. Ouais. Et alors pour rentrer plus en détail dans l'affaire, est-ce qu'on peut donner quelques exemples pour les gens qui n'auraient pas lu les articles dans Le Point, des exemples de cours, d'enseignement, je sais pas, oui, qui vous ont donné cette impression. Oui, il y a eu un cours intitulé Genre et médias qui en fait ne s'est concentré plus de la moitié du temps que sur le black feminism, le féminisme noir, dans lequel on ne voyait pas bien le rapport avec l'intitulé du cours. Après, il y a des cours un autre cours sur identité décoloniale et postcoloniale, qui en dit assez en fait sur le contenu de ce qu'on entend après. Des cours sur les méthodes de travail et d'analyse des cultural studies. Voilà, c'était autour de ça globalement. Mais qu'est-ce qui était vraiment le plus disons le plus idéologique, le plus finalement simpliste en fait dans la lecture des dynamiques humaines dans les cours qui étaient proposés? Excusez-moi, j'ai pas compris. Non, je veux dire, enfin, je me demande un peu plus concrètement, quoi, qu'est-ce qui était proposé, qui vous a vraiment semblé simpliste. Alors c'est très
la plupart beaucoup d'analyses sont très simplistes et très caricaturales. Après, il y a dans cette enquête du Point 11 épisodes qui s'attardent sur 11 thèmes différents. Mais en fait, une des bases de ce mouvement des cultural studies, c'est qu'ils partent du principe que le monde est découpé entre les dominants et les dominés. À partir de ce moment-là, il faut mettre les uns et les autres dans l'une ou l'autre de ces cases. Et là, forcément, et donc on va analyser l'une ou l'autre de ces cases, chacune par le biais de la race, du genre, de la classe, de l'orientation sexuelle. Alors, étonnamment, ils utilisent beaucoup l'acception classe, race, genre. Classe est très peu utilisée dans les analyses qu'on peut entendre en cours et dans les devoirs qui sont demandés. Mais ça, c'est une des bases de réflexion qui est en effet très simpliste et qui, du coup, caricature très très vite toutes les analyses qui peuvent être faites, c'est de découper le monde qu'entre dominants et dominés. Et donc des gens dominants qui auraient des comportements naturels à leur appartenance à la classe dominante, et des dominés qui auraient aussi des comportements naturels à leur appartenance aux dominés. Et après, il y a une sorte de... Il y a une dichotomie morale quoi, qui s'articule sur ce... Oui, absolument, parce que du coup... Absolument, parce que du coup, découper la société en deux grandes catégories amène forcément, mais c'est une logique pure, à un discours très accusatoire et systématique sur les gens qui appartiennent à la classe des dominants. Et à l'inverse, un discours très compassionnel, ce qui est très bien en soi. Simplement, je ne sais pas si ça a sa place dans un cadre de recherche, sociologique. À l'inverse, un regard très compassionnel, et ce type de regard-là est encore une fois conditionné par deux catégories absolument figées. Et d'ailleurs, ils les figent eux-mêmes à travers un vocabulaire qui installe, qui marque des situations dans le temps. On parle de systémique, de structurel, etc. Et ça, forcément, ça va forcément conduire à ignorer tout ce qui irait à l'encontre de ce système. Et donc, ça peut aussi conduire des enseignants qui nous ont dit, alors attention, il y a plus de femmes dans le cinéma, par exemple. Alors, prenez l'exemple de Céline Sciamma, qui a récemment, qui est la réalisatrice de Portrait de la jeune fille en feu, là, qui a été récemment nominée au César. Attention, pas de surcélébration de cette égalité, parce qu'il y a quand même une structure profondément inégalitaire, etc. Et donc, à parler de système et de structure, et donc de choses qui seraient absolument immuables, on en vient également à des intellectuels qui vont... alors, ou qui vont nous dire attention, pas de célébration, ou qui vont nous dire attention, c'est une récupération par la classe dominante. Alors, on va par exemple parler de la grande manifestation qu'il y a eu en France fin novembre contre les violences faites aux femmes. Donc, c'est un thème de société qui prend de plus en plus d'ampleur, non seulement auprès de la population française en général, mais aussi auprès de la classe politique. Et donc là, on va nous expliquer que c'est une récupération, ou parfois on va raciser ça en parlant de blanchisation de concepts et de thèmes pour bien s'assurer que chacun reste dans sa catégorie et que le dominant reste bien le dominant et le dominé bien le dominé. Oui, c'est vraiment une lecture, bon, c'est ultra simpliste, quoi. On l'a dit, quoi. Et au niveau vraiment de l'ampleur que ça prend dans les enseignements, est-ce que vous diriez que c'est les enseignements qui utilisent, qui sont basés vraiment sur ces lectures très simples, ces lectures dichotomiques, morales, des dynamiques humaines, est-ce qu'ils sont majoritaires? Est-ce que c'est
est-ce qu'ils sont minoritaires dans le master que vous avez suivi, évidemment. Je demande seulement pour Oui, ça. Oui, oui, oui. j'allais dire dans l'université en général, je n'ai pas de chiffres, Non, bah non, mais ça ce oui, serait dans le master, il n'est pas majoritaire, il est unanime. C'est un master unanime. c'est un Ouais, master qui s'attache dans son intitulé même au genre cultural studies. Alors je sais plus s'il y a le mot race dedans, sans doute ne l'ont-ils pas mis pour s'éviter des polémiques, mais ouais. oui, oui, oui. Non, c'est assez unanime. Il y a des, il y a pas, tous les cours n'ont pas été source de propos problématiques. Là, je pense notamment à un cours sur l'histoire de la notoriété, par exemple, où là, on était sur une forme de cours très classique, mais non, c'est assez unanime. Hmm, d'accord. Et les enseignants sont des chercheurs, hein, puisque à l'université, il y a ce sont des chercheurs qui font les enseignements. Ce sont des chercheurs dans ce master qui proviennent, pardon, ou qui exercent dans diverses disciplines, si j'ai bien retenu. C'est en tout cas des professeurs, des chercheurs qui ont chacun commencé leur carrière pour des disciplines différentes. Il va y avoir l'économie. Hmm, Bon, après, bon, forcément, il y a beaucoup de sociologues, mais en tout cas, qui n'ont pas commencé leur carrière dans ce domaine-là. Ça, c'est certain. Pas dans le domaine des cultural studies, je veux dire. oui, Il y a quand même d'accord. eu Il y a quand même eu une réorientation à un moment de leur carrière. Mais voilà, après, je vais pas, si ça vous embête pas, enfin, tu pourras éventuellement couper ça, mais je veux pas faire leur CV pédigré Oui, oui, là non, c'est aussi, pas le parce que propos. voilà. On n'est pas là pour pointer des individus spécifiques du doigt. Pas le principe. Contrairement à eux, c'est bien tout le sujet de pointer des individus. Hmm, oui, oui, oui. Et je me demande est-ce que vous avez eu des contacts avec des gens dans d'autres formations de la même de la même UFR? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec d'autres personnes là-dessus? J'ai échangé avec, il m'est arrivé d'échanger avec des camarades de classe, en fait, Oui. dans la mesure où j'y suis entrée comme étudiante. Euh, j'ai évité aussi d'aller glaner des informations auprès d'autres. Attends, excuse-moi. Tu peux répéter ta question parce que je crois que je suis en train de répondre à une toute autre question. Non, en fait, je demandais si vous aviez eu si vous aviez eu des contacts avec des gens qui ont suivi d'autres formations dans la même UFR ou disons d'autres formations en SHS dans la même université. Est-ce qu'il y a des convergences avec Pas dans le cadre de cette enquête. Cette Oui, enquête s'attache à un point de vue dans ce master. Voilà, une ouais, espèce ouais. de deuil dans le master. Donc, j'ai pu en avoir moi par ailleurs pour d'autres travaux, mais pas dans le cadre de cette enquête. Après, j'ai pu avoir des discussions avec des camarades de classe. Ouais. Euh, euh, Parfois, enfin c'est très. Encore une fois, là, j'étais pas du tout face à une espèce de de virulence militante autour de ces questions. Alors, il peut y avoir des conversations très problématiques. Je me souviens d'une conversation que j'ai avec un camarade de classe en sortant d'un cours sur le savoir situé, ce qu'ils appellent le savoir situé, c'est-à-dire une expérience et donc une couleur de peau, une origine, etc., qui va conditionner, voire même euh, euh, avantager Ouais. le regard du chercheur, qui en Mhm. fait revient à sélectionner les sujets de recherche selon la couleur de peau, l'orientation sexuelle, etc., du chercheur qui va s'y intéresser. Donc, m'est arrivé par exemple de sortir d'un cours tel que celui-là et d'en rediscuter avec un camarade de classe qui s'insurge parce qu'il a par ailleurs un cours sur l'histoire indienne et que la prof
qui tient ce cours sur l'histoire indienne est, je cite, super blanche. Et donc là, là, ça s'insurge. Après, j'ai aussi pu avoir des conversations. Là, je pense à un autre étudiant qui rêve de devenir chercheur et qui était assez déçu par le contenu de ce qu'on lui apprenait, et qui avait pas mal l'impression plutôt d'être dans une réunion politique que dans un amphithéâtre de recherche, un master à la Sorbonne. Et avec les enseignants, vous avez pu vous avez pu échanger, vous avez pu porter la contradiction, vous avez pu discuter. Oui, la discussion est tout à fait ouverte. Je pense notamment à un moment, alors ce cours, le même cours sur le féminisme noir, où un étudiant s'étonne d'avoir lu dans un des textes qui est donné à lire, parce qu'il y a toujours des corpus de textes qui accompagnent les différents cours. Et dans un texte qu'il a pu lire, était expliqué que si les hommes noirs, en gros, si les hommes noirs violaient leurs femmes noires, c'était pour se réapproprier les codes de la masculinité blanche. Et donc il s'en étonne et il dit bon, je trouve ça un petit peu exagéré, comme si le viol n'existait pas avant l'esclavage. Parce qu'en gros, c'était l'idée de. Et donc si vous voulez, la critique et le doute de l'étudiant n'est pas puni. Simplement, on va toujours avoir une réponse qui est celle des dérives des cultures, elles se disent. Et donc là, la réponse de l'enseignante, c'était par exemple, mais les deux peuvent s'entendre. Donc on n'est pas non plus dans un refus de dialogue. Elle va dire les deux peuvent s'entendre parce que figurez-vous que quand même, après l'esclavage, qu'est-ce qui reste à disposition pour se réapproprier sa masculinité? C'est un des papiers sur féminisme blanc et féminisme noir. Mais on n'est pas l'enseignant est quand même un enseignant qui est ouvert au débat. Simplement, ça ne masque pas les dérives d'analyse qu'il peut y avoir derrière. D'accord. Et je me demande aussi du côté de l'administration universitaire, enfin, il y a aucun bémol qui est exprimé par rapport à ces enseignements-là. Enfin, c'est-à-dire que c'est considéré comme complètement c'est la première standard. fois. C'est la première année que ce master précis là existe. Et moi, je n'ai pas eu de après la publication, je n'ai pas eu de retour ni du corps enseignant du master qui n'a pas donné suite à ma proposition de droit de réponse, ni de la part de l'administration. Donc pour l'instant, non. Oui, d'accord. Ça, c'est aussi intéressant qu'ils aient pas. Les enseignants souhaitaient répondre. Ça m'amène à la question des réactions suscitées par votre témoignage, que ce soit, enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir des réactions de camarades, de condisciples, ou d'autres gens qui sont à l'université ou n'importe où ailleurs, enfin, globalement et particulièrement. Je me demandais quelles avaient été les réactions. Eh bien, écoutez, il y en a sûrement eu. Je n'ai pas eu l'occasion de les découvrir parce qu'en fait, j'ai assez rapidement été éjectée des groupes sur les réseaux sociaux, des trucs de messagerie, etc. Et dans la mesure où, et donc en fait, personne ni du corps enseignant, ni de l'administration de la fac, ni des élèves ne m'a contacté après. Personne. Voilà. Après, il y a eu quelques réactions. D'enseignants chercheurs à la suite de la publication du papier sur le canular universitaire que j'ai fait sur Dieudonné. Voilà. Après, bon, c'est des choses très très pragmatiques, mais c'est une enquête pour laquelle il faut s'abonner au Point. Et donc du coup le papier sur le canular était en libre accès. Mais non, assez peu. Alors
c'est un sujet très sensible et qui peut rapidement être récupéré par l'extrême gauche, par la droite et par l'extrême droite, selon les thèmes qui sont abordés. Après, ce qui me semble important aussi dans ce mouvement-là, c'est pas l'assignation politique autour de ça, c'est une dénonciation, parce que en effet, c'est des mouvements qui se réclament antiracistes, antidiscrimination, etc., qui se basent sur les mêmes concepts et les mêmes catégories de réflexion que la pensée raciste et que l'extrême droite. Et donc, ce que j'essaie de faire passer dans ce papier, on parle de racisme systémique, de racisme d'État, de racisme des médias dans la manière dont ils traitent Dieudonné ou Tariq Ramadan. À côté de ça, lorsqu'on arrive à une élection présidentielle dans laquelle le Front National est au second tour, visiblement, pour que la discussion a émergé en classe à un moment donné de ce semestre, ils sont beaucoup moins militants, en fait. Et c'est pas même beaucoup moins militants, c'est que cette voie-là de lutte contre le racisme n'est absolument pas investie. Pas du tout. Ouais, c'est... des gens avaient parlé de... C'est des débats qui sont vieux, en tout cas si on se place dans la sphère anglophone. En France, c'est assez nouveau. Mais les gens parlaient de radicalisme chic à l'époque, des gens qui s'agaçaient effectivement de voir qu'il y a des universitaires qui croient faire du militantisme en produisant des textes assez abscons, mais bon, tout ça c'était un peu différent parce que c'était l'époque de l'affaire Sokal. Il y avait une grosse... il y avait un gros point de fixation du débat sur la question de la clarté des textes qui étaient produits par les auteurs postmodernes, justement. Bon, ça ne se retrouve pas tellement aujourd'hui. Enfin, c'est plus tellement d'actualité. Bien qu'il y ait toujours des termes de jargon. Enfin, vous en avez évoqué au début, comme blanchité, hégémonique, intersectionnalité, etc. Qui ne sont pas accessibles comme ça. Mais bon, en général, il y a quand même une définition qui est relativement claire, même si parfois elle est un peu étrange, mais on n'en est plus voilà, à ces débats sur la clarté des textes. Mais effectivement, c'est des débats qui sont vieux si on se place dans le monde anglophone. Mais ces derniers temps, il y a vraiment une fixation beaucoup plus nette dans les cultural studies et tous les, disons, les champs universitaires qui leur sont proches. Une fixation beaucoup plus nette, je pense, sur les thèmes identitaires qui s'est vraiment développé, qui était moins nette par le présent et maintenant qui est vraiment l'alpha et l'oméga de ça, quoi. En effet, on en revient à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que le fameux triptyque qui est utilisé dans ces nouveaux mouvements-là et dans les cultural studies, à savoir classe, race et genre, c'est un triptyque qui est repris beaucoup par les enseignants, c'est-à-dire que vous demandez d'analyser un phénomène, un événement médiatique, une série, un film, par le biais de ce triptyque-là. Et en fait, le côté classe s'efface beaucoup. Et ce qui ressort beaucoup, c'est la race. Race qui est utilisée sans guillemets. C'est aussi une réexploitation du terme race qu'il faudra interroger, parce que ça explose dans les textes, dans les cours, dans les livres français, que le mot race en France, qui a quand même une lourde histoire et qui n'est pas tellement interrogé. Alors,
si je devais me faire l'avocat des gens qui l'utilisent, il me semble que quand ils ont à le justifier, ils disent que c'est un terme qui de toute façon est utilisé. C'est un terme qui vient euh, en fait décrire des réalités sociales qui sont existantes. C'est pas quelque chose qu'en fait qu'ils souhaitent utiliser, mais c'est quelque chose dont ils sont obligés de prendre compte, de prendre acte. Et ils viennent simplement, c'est ce qu'ils disent, hein, mettre des mots sur des réalités qui sont déjà là. En général, c'est ça. Enfin, je sais pas si c'est Oui, ça que vous avez entendu dans les enseignements, mais c'est une des c'est un des points où vous parliez de clarté tout à l'heure. C'est un des points qui, pour le coup, en manque beaucoup. C'est de considérer qu'on utilise le mot race dans ce mouvement-là, qu'on utilise le mot race pour décrire un regard sur l'autre et pas une réalité biologique. Ça c'est dit, en effet. Là où ça manque de clarté, c'est qu'en réalité, quand on parle de l'homme ou de l'homme blanc, ou du blanc ou de l'hétérosexuel, enfin, je sais pas, tout ce qu'ils peuvent utiliser là-dedans, on parle en réalité bien d'une forme de naissance. Alors, je sais pas jusqu'à parler de biologie, mais on parle de quelqu'un qui est blanc sans avoir choisi d'être perçu ou non perçu, etc. Tout comme un noir, tout comme... Bon. Et donc là, on parle bien d'une attaque sur la naissance. Et donc, on revient en effet à une des grandes bases du mot race tel qu'il a été conçu, c'est-à-dire s'attaquer à une réalité d'origine, en fait. c'est possible. Je prétends pas connaître suffisamment en profondeur les détails de la manière dont ce terme est utilisé. Euh, Dans le monde anglophone, de plus en plus, ils utilisent le terme whiteness. Et Oui, en français, blanchité en France. Voilà, ouais. Et c'est assez difficile, en tout cas avec mes connaissances existantes mais modestes sur ces questions, c'est assez difficile d'aller vraiment trancher cette question de est-ce qu'il y a une composante de euh, est-ce que vraiment ils considèrent est-ce que vraiment disons les gens qui sont dans les avocats des cultural studies et de ces lectures identitaires-là, est-ce qu'ils considèrent qu'il y a vraiment quelque chose d'inné dans le fait d'être, entre guillemets, blanc qui va rendre dominant et oppresseur, ou est-ce qu'ils considèrent que c'est des processus d'acclimatation à l'environnement, d'éducation C'est c'est pas véritablement une évident. question, mais je pense que c'est une question qui doit être creusée parce que, in fine, le résultat des cours qu'on a reçus et de certains textes qui peuvent être produits sur ces questions-là, c'est qu'on on parle des blancs, des dominés, Ouais. des machins. Et donc là, bon, je vois la la nuance est compliquée quand on utilise ces catégories-là. Ouais. Même Ouais, pour parler ben, d'un ouais. Ouais. Je pense justement qu'en fait l'absence de nuance, sans doute finalement crée cette confusion peut-être. Enfin, c'est une hypothèse à la volée que j'aimais comme ça, mais peut-être il est facile d'avoir l'impression que que les professeurs de culture studies, etc., ou disons ces universitaires militants, il est facile d'avoir l'impression qu'ils attaquent directement le fait d'être entre guillemets blanc parce que dans leur lecture dichotomique hein, que vous décriviez entre les dominants dominés, il y a justement pas de place à la nuance. Donc du coup, il y a vraiment comment dire, une, une équivalence qui est dressée entre le fait d'être, par exemple, dominant et blanc selon un des axes de l'intersectionnalité. Euh, et du coup, en fait, il n'y a plus besoin en fait de faire disons des distinctions ou des rappels ou
voilà, il n'y a plus besoin d'être subtil puisque finalement il y a une lecture qui est si dichotomique que il n'y a pas besoin de s'embarrasser de. Oui. Et puis pour continuer là-dessus, c'est aussi une question à creuser dans la mesure où il va y avoir un enfermement identitaire assez permanent des chercheurs, des groupes, etc. Je parle par exemple dans l'un des papiers d'une enseignante qui nous décrit les universitaires par la couleur de peau, la classe sociale, l'orientation sexuelle, etc. Et ensuite, si on a de la chance, on a le droit à un thème de Ouais, recherche de la part de ces universitaires. Donc on va ça considérer c'est vraiment frappant, hein. un auteur, je crois que c'était Bellux, qui avant qu'on sache quoi que ce soit sur les thèmes sur lesquels elle écrivait, Mhm. sur les livres, etc. On apprend que Bellux est une femme noire, lesbienne et pauvre. Ouais. Voilà, et donc forcément, on ne peut qu'enfermer un auteur là dans sa couleur de peau, même si on parle de phénomène social ou de regard qu'on peut avoir là-dessus, on ne l'enferme que dans sa couleur de peau, sa classe sociale et son orientation sexuelle. Mhm. On en revient au savoir situé. Oui, 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 on en revient au savoir situé parce que ce lien comme ça, systématique, qui est fait entre le travail du chercheur et son identité à lui, et d'ailleurs l'utilisation du mot identité à foison dans ces courants-là, qui Ouais. pourrait aussi être interrogé, hein, parce que c'est Ouais. pris dans une acception très figée. Euh, ce lien qui est fait un peu tyrannique entre le thème de recherche et Mhm. le chercheur, qui va par exemple amener les concepts comme ceux dont on entend parler un petit peu en ce moment, qui sont ceux de l'appropriation culturelle. Alors non, on n'est plus sur des domaines culturels, la musique, etc., mais où en fait on va se méfier du chercheur, imaginons du chercheur blanc qui travaille sur le racisme, qui travaille, ou Ouais. du chercheur blanc qui vient de la campagne, qui travaillerait sur des cités, Mhm. des, des banlieues une population majoritairement issue de l'immigration. Donc Ouais. on va à chaque fois lier de façon un petit peu tyrannique l'origine du chercheur, donc l'identité du chercheur, et ce sur quoi il a droit de travailler. Et donc Mhm. ça a été aussi un débat en cours, puisqu'il y a un élève qui s'est interrogé en disant, mais est-ce que ça veut dire qu'un blanc ne peut pas travailler sur les noirs? Puisque ça, pareil, en fait, l'absence, enfin, cette radicalité-là entre dominant-dominé, avec l'accent mis sur la race, conduit à ce type de phrases qui peuvent nous paraître absurdes comme ça hors contexte, mais donc on parle des blancs, des noirs, des trucs, des machins. Et donc un élève qui pose la question de savoir si ça veut dire que les blancs ne peuvent pas travailler sur les noirs. Là, on a une enseignante qui va un tout petit peu, euh, euh, tout en légitimant que la question se pose, qui va un tout petit peu nuancer en disant il ne faut pas quand même que ça se transforme en interdiction, même si la question de, de cette interdiction est légitime. Et en fait, le principal argument qui va être invoqué pour dire que finalement, oui, un blanc a travaillé, un blanc, on parle de chercheurs, hein, d'universitaires encore une fois, hein. Oui, un blanc a le droit de travailler sur des groupes noirs. Le principal argument qui va être invoqué, c'est de dire qu'on ne peut pas parler de racisme sans s'interroger sur notre propre blanchité. Autrement dit, là, le chercheur devrait avoir toute une réflexion autour de sa couleur de peau avant de travailler sur un phénomène social et de ce Mhm. qu'implique sa couleur de peau. Voilà. Mhm. Ouais. C'est vraiment frappant le fait de comme ça d'introduire des auteurs par des croix dans des cases de Mm. catégories démographiques quoi. Euh, et c'est très similaire à ce qui se dit souvent dans les cercles militants qui de toute façon en fait évoluent en symbiose, je crois qu'on peut le dire, avec enfin en symbiose, disons en étroite convergence avec ces cercles universitaires là.
il est souvent dit, il faut écouter les concernés, il faut laisser parler Oui, les concernés. Et bon, alors après, quand on regarde empiriquement, on peut se rendre compte que seuls les concernés qui sont d'accord avec les militants, finalement, oui, avaient le droit de s'exprimer. Euh, oui. Absolument. Oui, oui, parce que c'est le problème. Évidemment que personne ne niera le bien fondé de faire appel si encore une fois on parle du travail d'un chercheur, par exemple. Euh, ouais. Personne ne niera le bien fondé d'aller chercher les informations au plus près de ceux qui la vivent. Ça s'appelle un témoin, on l'interroge, on décortique et puis ensuite on analyse. Le problème, c'est que cette parole du témoin ou de celui qui a fait l'expérience de quelque chose devient non seulement la seule parole vraie, mais la seule entendable. Et que Mhm. personne n'a le droit, enfin, si on arrive à ça, c'est qu'on va interdire à des gens de discuter de quelque chose dont ils n'ont jamais été ou victimes ou témoins, etc. Donc, ce qui empêche in fine, toute une partie de la population de s'intéresser ou d'avoir un avis sur un Mhm. phénomène qui n'est pas lié à leur identité à eux, qui est quand même une forme de ségrégation assez impressionnante. Mhm. En plus, enfin, dans ce que vous venez de décrire, vous parlez de témoins, mais il me semble que justement, il existe dans les cultural studies, pour faire simple, une, euh, une tendance à confondre témoin et chercheur, à confondre Oui, quelqu'un qui a juste son expérience, enfin, bon, on en revient encore une fois au savoir situé, et puis quelqu'un oui, on en revient à savoir qui a situer. Nous, rassemblé des données. Euh, on tire jamais une vérité, disons, à l'échelle statistique à partir d'une anecdote. C'est pour ça, par exemple, que je demande si les problèmes que vous avez vus, c'est dans un cours ou c'est dans pratiquement tous les cours. Enfin, ça fait quand même une grosse différence entre quelqu'un qui veut. Après, c'est un master en deuxième année, Oui, oui. ce Non, qui mais implique que les cours oui, soient assez légers. oui, oui, Mais, oui. C'est juste oui, par analogie que je dis ça, quoi. mm, Ce que je veux oui, dire, c'est il faut faire attention de recueillir une quantité suffisante de données, sans quoi on a juste des anecdotes. oui, C'est c'est oui, pour ça oui, que absolument, cette absolument. distinction témoin-chercheur qui est effacée, il me semble, c'est... Oui, elle est effacée et encore une fois, ça conduit à ce type de position très radicale. Une enseignante cite une intellectuelle américaine dont le nom m'échappe, je ne sais plus dans quel cadre c'était là, cite une intellectuelle américaine sans remettre en question du tout cette phrase qui est la femme noire a un avantage épistémique Ouais. du fait qu'elle est noire, du fait, je veux dire, échanger ça avec n'importe quelle identité ou raciale ou sexuelle ou machin, et la phrase devient complètement absurde, complètement absurde. Hmm. Et pourtant, c'est vraiment, je dirais, c'est une caricature des savoirs situés. Alors, je critique souvent. Je pense qu'ils ont quelques mérites assez limités, mais en tout cas, là, c'est vraiment En tout une cas, sorte ça de... part. Oui, C'est une réflexion qui part d'une réalité qui est tout à fait incontestable. C'est que le monde universitaire a longtemps été fermé et aux femmes et aux personnes non blanches. oui, C'est une oui, oui. réalité tout à fait incontestable. Le problème, c'est qu'au lieu de rééquilibrer ça par une possibilité grandissante pour que des femmes et ou des personnes non blanches puissent faire des études poussées, devenir Oui. chercheurs et ensuite enseigner ce que bon leur semble, en fait, la Mhm. réponse à cette réalité-là, ça va être bon, alors, vous n'avez plus le droit de parler de racisme, ce sera que les personnes qui l'ont vécu Oui. qui peuvent. Vous n'avez pas plus le droit de parler d'hétérosexualité ou d'homosexualité parce que c'est que les personnes homosexuelles qui ont le droit d'en parler. C'est la réponse qui est donnée qui est très problématique. Oui. On en revient, à mon avis, au problème majeur de ce mouvement-là, qui, Mhm. qui en fait considère que le racisme n'est qu'affaire de méchanceté
et qui donc n'interroge jamais les bases épistémologiques, les bases épistémiques profondément non seulement stupides mais dangereuses du racisme. Et que non, le racisme, ce n'est pas qu'affaire de méchanceté. Et donc ça les conduit, de mon point de vue, à utiliser les mêmes bases de réflexion. Exactement les mêmes bases de réflexion. Puisque là, par exemple, pour la question du savoir situé, alors on n'en est pas encore à l'interdiction, bien qu'on n'en soit pas loin, on parle quand même de trier les chercheurs selon leur couleur de peau. Hein. Peu importe qu'on parle d'expérience ou de réalité sociale, etc., c'est de ça dont on parle. Alors, en France, il n'y a pas trop ça pour l'instant, mais ce dont je vais parler n'existe pas trop en France pour l'instant, mais en sus du fait que certains sont tentés d'envisager d'interdire à leurs collègues d'étudier certains sujets, justement, les gens qui appartiennent à des catégories qui, il y a un certain nombre de décennies, se voyaient refuser ou, disons, avaient des difficultés à rentrer à l'université, sont souvent poussés, en tout cas en sciences humaines et sociales, dans des cursus entre guillemets identitaires comme Women's Studies, African American Studies aux États-Unis. Ça, c'est aussi l'autre, c'est un peu l'autre côté de la médaille, quoi. C'est une illustration supplémentaire de cette tendance à assigner à identité dans les cultural studies et de cette frontière de plus en plus floue qui se construit entre le témoin et le chercheur. Mais oui, en effet, c'est encore une fois une forme de cette obsession identitaire et profondément identitaire. Où finalement il va y avoir. Alors en effet, on n'en est pas à l'obligation et à l'interdiction encore, mais c'est vrai qu'il y a des tendances. Il y a des tendances où l'origine et l'identité va conditionner un parcours scolaire et un parcours universitaire. Mais il y a oui, c'est ça, des tendances en tout cas intellectuelles. Et est-ce que vous connaissez l'histoire d'Eliot Savy qui a témoigné à Lyon 2, si je me rappelle bien. Voilà, notre interview avec lui vient de paraître il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui. Il a des expériences relativement similaires, il me semble. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai lu, j'ai jamais échangé avec lui directement. J'ai lu au moment où c'est sorti les papiers qui faisaient référence à son témoignage d'étudiant là pour le coup. Et ça vous paraît converger en plus ou moins? Oui, je pourrais pas vous dire point par point parce que non, bien sûr. J'ai lu, je pourrais pas vous dire point par point, mais oui, en effet, on est sur le même type de dérive. Qui encore une fois, ce qui est compliqué avec ce mouvement-là intellectuel, c'est que on part, d'une part d'une excellente intention, mais là n'est pas la question. On parle d'une réalité tout à fait tangible, c'est que le racisme existe, les violences envers les femmes existent, les violences sexuelles, etc., homophobes. Mais la réponse et l'analyse donnée à ça, en fait, épousent les mêmes contours que le racisme qu'ils dénoncent. Donc c'est ce que je dis un peu, ils utilisent sans arrêt un double discours où finalement ils vont sans cesse accuser la construction d'un eux et d'un nous pour alimenter les discriminations en France. Et de leur côté, c'est exactement ce qu'ils font. Il y a un eux, il y a un nous. Il y a les dominants et les dominés. Donc, tout ça est en fait très convergent. C'est ça. Mais je pense que c'est très clair. Mais il y a il y a dans la tête de ces gens-là des bons mouvements identitaires et des mauvais mouvements identitaires. Il y a des bonnes. Oui, c'est ça quoi. Enfin, l'obsession identitaire est bonne ou mauvaise selon
si elle est celle du groupe décrit comme dominant ou dominé. Oui, oui, à peu près. Encore une fois, c'est, je pense, le symptôme d'une analyse trop superficielle qui consiste à penser que le racisme n'est qu'affaire de méchanceté. Hmm. Et donc, si on devient méchant envers le méchant, on règle des choses. Je ne crois pas. Hmm. Mais tout ça n'interroge jamais les bases profondes et profondément problématiques des analyses identitaires. Hmm. Eh oui. Euh, j'ai fait le tour de mes questions, Anna. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on explore encore quelque chose avant de nous arrêter? Je regarde un petit peu. Euh, je regarde un petit peu. En fait, vous aviez des questions très larges, hein, en fait. Oui. Mais c'est dur de condenser 12 papiers dans une entrevue. Oui. Après, je voulais pas faire une répétition quoi du contenu des articles. Bon, même si Non, bien effectivement il sûr. faut être abonné pour aller les lire. Je pense que voilà, un certain nombre de gens trouveront le moyen d'aller lire. En tout cas, certains d'entre eux. Donc, je voulais un peu voilà Bah, élargir et après, il y a au-delà des mots qui sont employés, il y a aussi des réflexes ouais. qui font tiquer et qui font aussi tiquer sur le, l'attention qu'on porte dans ces mouvements-là au système, enfin, à la démocratie et ou au système républicain qui peut être ce qu'il est. Mais dans un cours sur l'humour et la race, par exemple, on va avoir une enseignante qui, d'un coup, nous autorise à rire avant de Hmm. nous passer un sketch des inconnus, Ouais. sans que ça fasse tiquer personne au demeurant, et qui va nous expliquer en analyse finale de ce sketch que c'est un sketch. Alors, c'est le sketch des inconnus sur Marie-Thérèse. Vous voyez c'est une caricature d'une femme antillaise qui travaille dans l'administration. Ouais. Et donc, l'analyse principale qui va être faite à la lecture de ce sketch, c'est que c'est un sketch raciste, mais un peu moins parce qu'il y a un noir dans la troupe. Hmm. Et là, on voit encore le signe de cette obsession de l'identité, où, Ouais. euh, où là, Pascal Légitimus sert plus ou moins de caution raciale au racisme, mais un peu moins. Voilà, il y a plein de réflexes comme ça qui interrogent beaucoup sur le discours très accusatoire envers les médias. Hmm. Alors, j'espère ne pas faire de corporatisme, mais dans certains cours, je réentendais les discours que pouvait avoir Trump pendant sa campagne présidentielle contre les Hmm. médias par essence menteur, par essence oppresseur, par essence dominateur, etc. Un discours très accusatoire sur un certain nombre de points. Et Ouais. il y a, pour revenir un tout petit peu sur cette question de vision du racisme et de l'identité dans les cultural studies, il y a un autre point qui est extrêmement important, je pense, et qui n'est jamais déconstruit dans ces mouvements-là, c'est que l'invisibilité est oppression raciste. Ça, un lien de cause à effet qui est communément admis dans les cultural studies, c'est que, alors, ils appellent invisibilité ce qui peut parfois être effacement, qui peut parfois en effet être une forme d'effacement, et ce qui parfois est ce qu'on appellerait nous l'indistinction, c'est-à-dire une absence d'attention à la couleur de peau et à l'origine dans certaines situations où tout le monde s'en fout. Et donc l'invisibilité va être systématiquement associée à une oppression raciste, ce qui fait qu'il ne va rien avoir entre la disparition totale d'une origine, d'une identité, et la surrevendication de cette origine et de cette identité. Il n'y a absolument rien entre les deux. Parce que si on est dans l'effacement de son identité, on est dans une forme d'oppression raciste. Alors, je dis effacement, mais il parle d'invisibilité. Oui. Et dans la surrevendication, on est sur cette même tyrannie de l'identité.
Mais eux enfin, disons, pas en ces termes-là, mais ils la revendiquent et ils la brandissent. La deuxième, Oui, disons, oui, oui, en effet. le Mais il n'est pas deuxième toujours. mode. Mais il y a quand même une confusion entre Oui. l'indistinction et l'invisibilité. Ouais, je comprends. Et donc, ce qui va conduire à demander des quotas de personnes noires, des quotas de femmes, des quotas de personnes homosexuelles, et on se retrouve, je sais pas, on se retrouve à la cérémonie des Césars où vous avez quelqu'un qui compte littéralement les personnes noires dans la salle. Hmm. Ouais. Je pense que c'est parce que c'est un des grands points des cultural studies, ce lien qui est fait entre invisible et opprimé, et qui est rarement déconstruit. Hmm. Ça me fait penser à une autre question. Enfin, on en a parlé, hein, de vos condisciples, mais surtout de leur état d'esprit au début du semestre. Je ne sais pas si on a évoqué euh, leur évolution au cours du semestre, c'est qu'ils pensaient après tous ces enseignements-là. Si vous avez eu... Les discussions de couloir qui ont pu y avoir ont fait surtout émerger une forme d'inquiétude qui est assez commune à des étudiants qui sont en deuxième année de master et qui sont censés commencer une vie professionnelle Ouais. dans peu de temps. Et une inquiétude qui était notamment due au flou des cours qui étaient dispensés, au fait que Mhm. finalement ils avaient un peu le sentiment de n'apprendre ni à faire de la recherche, ni à faire quel que soit, ni à faire un autre métier. Ouais. Euh, j'ai beaucoup entendu ça en fin de semestre. Mhm. Ouais. Ouais. Mais après, c'est pas si vous voulez, c'est des inquiétudes propres à un étudiant en fin de cursus Oui. universitaire, mais j'ai quasiment jamais entendu de heurts concernant le fond de ce qui avait pu être dispensé. Il Oui. y a notamment un papier qui est consacré aux références au Parti des indigènes de la République, sans aucune mise en contexte, non seulement de sa porte-parole, Roya Boutelja, mais en plus avec une enseignante qui nous explique que finalement ils ont été disqualifiés dans les médias, mais que c'est surtout le fruit d'une méconnaissance de leur programme, ou bien que c'est quand même les premiers à avoir mis en exergue une hégémonie blanche, sans une seule fois parler du contexte et des quand même lourdes dérives racistes et identitaires du Parti des indigènes de la République. Il y a Boutelja qui a écrit ce livre Les Blancs, les Juifs et nous, Ouais. ou qui fustige la chroniqueuse Zineb El Razoui parce qu'elle donne une interview avec Elisabeth Badinter et qui écrit à ce titre-là Zineb n'appartient plus à sa race, mais à la race d'Elisabeth. On est quand même sur de très très lourdes polémiques qui ne sont absolument pas discutées en cours. Et pourtant, j'ai entendu quelquefois des références à ce parti comme un parti qui aurait eu cette vertu-là de mettre en exergue l'hégémonie blanche. L'hégémonie blanche, pardon. Je mélange entre blanchité, hégémonie, blanc. C'est pas toujours facile. Mhm. En effet. Ok. Euh, Autre chose que vous souhaiteriez rajouter? Non, Non? non, non. D'accord. Je, je, je ne vois pas. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup Merci à d'avoir vous. répondu à mes questions. Effectivement, large, hein. J'ai essayé de, voilà, de pas, ouais, de pas vous demander de répéter trop le contenu des articles parce que, Oui, mais c'est un peu la complexité de cette série, c'est que ouais. beaucoup, beaucoup de thèmes abordés sur beaucoup de papiers. Ouais, 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 il y a eu beaucoup de matériel, voilà, donc je, je conseille à l'audience euh, d'aller regarder. Le nom de la série, c'était comment sur la série d'articles sur Le Point? Elle a un nom? Le nom de la série, c'est Dérive à la Sorbonne, oui, sur le point. Ouais, d'accord, c'est ça, voilà, donc
conseille vivement la lecture de ces 12 articles. Et donc, merci encore, Anna, d'avoir répondu Merci à à vous. mes questions. Bon, et ben écoute, bonne nuit, bonne soirée. Ouais, à bientôt. Ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.